à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite le sommaire de ce lundi 28 octobre. Séquence nostalgique et amateur de vintage s'étaient donné rendez-vous ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Retour sur la 4e édition du e-Rally. Et sport toujours avec la 2e édition de la FIFCO World Corporate Champions Cup. La principauté accueillit pour la première fois ce tournoi qui réunissait les équipes corporatives du monde entier. Je vous en parlais en titre, je vous propose de nous diriger sous le chapiteau de Fontvieille pour y découvrir le salon du vintage. Cette année, une exposition en hommage à Karl Lagerfeld était organisée. Vanessa Dessy vous en dit plus. Avec la principauté, le salon vintage vient d'ajouter un nouveau lieu à sa grande tournée rétro, démontrant une fois de plus l'intérêt grandissant du public pour les objets anciens. L'événement proposait du glamour, de l'élégance, le tout dans une ambiance rétro cool. Ce salon du vintage à Monaco, le premier du genre, c'est un salon avec plus de 150 exposants, mode, mobilier, accessoires et en primeur à Monaco, une exposition autour de Karl Lagerfeld qui est derrière moi. Karl Lagerfeld était, comme vous le savez, résident monégasque et il était normal que on fasse une exposition hommage avec des pièces donc, des années 70 de sa période chez Chloé jusqu'à sa période chez Chanel et chez Fendi. Mobilier design, fripe chic, accessoires, vinyle, moto, vélo et voitures étaient à découvrir dans les allées du salon vintage. Parmi les véhicules les plus rétro, la réplique exacte d'une Ferrari 250 GTO de 1964, produite à seulement 37 exemplaires dans le monde. Il y en a eu 3 qui se sont crachés, qui ont perdu vraiment toute vie, donc il en reste que 34 dans le monde. La dernière qui a été vendue aux États-Unis a été vendue, je peux l'annoncer, 70 millions d'euros. C'est la voiture la plus chère au monde. Non, il y a différentes pièces qui ont été changées. Le moteur n'est plus un moteur d'origine Ferrari, c'est un moteur beaucoup plus fiable d'origine asiatique, on va dire. Et sans quoi, il y a énormément de pièces Ferrari à l'intérieur également. À l'intérieur, c'est la copie conforme qui a été approuvée à Modena également comme réplique officielle de la 250 GTO. Ce week-end était donc placé sous le signe de la nostalgie et du shopping rétro, rythmé par de nombreuses animations d'antan. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Accompagné d'une délégation monégasque, Stéphane Valéry s'est rendu récemment à Strasbourg pour participer à la conférence européenne des présidentes et présidents de Parlement au Conseil de l'Europe. Pendant 2 jours, le président du Conseil national a participé au débat sur les grands sujets d'actualité. Stéphane Valéry a également rencontré et échangé avec ses homologues et les présidents des petits États d'Europe. La vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, est intervenue lors des débats concernant les femmes en politique et le discours public pour défendre la place et le droit des femmes. La vice-présidente du Conseil national a rappelé que Monaco avait ratifié en octobre 2014 la Convention d'Istanbul, un traité international du Conseil de l'Europe pour la protection des femmes contre la violence. Brigitte Boccon-Pagès a par ailleurs ajouté que la principauté s'engage quotidiennement afin que les droits des femmes soient respectés. Elle a rappelé qu'à Monaco, 1/3 de l'hémicycle du Parlement est composé de femmes. C'est à 13h15 hier que les 118 marins engagés dans la 14e édition de la Transat Jacques Vabre ont pris le départ de cette course en double entre Le Havre et Salvador de Bahia. Parmi les bateaux, Malizia 2, skippé par l'Allemand Boris Herrmann et le jeune Anglais Will Harris. C'est la 2e fois que Malizia, battant pavillon Yacht Club de Monaco, participe à cette course organisée tous les 2 ans. En 2017, Malizia avait réalisé l'exploit de terminer à la 4e place du classement général. Ce monocoque de 18 mètres avait mis 14 jours, 21 heures et 31 minutes pour parcourir les 4 350 000 marins du parcours. Une quarantaine de véhicules 100% électriques s'étaient lancés la semaine dernière pour la 4e édition du e-Rally. L'arrivée s'est déroulée ce week-end. Quelques nouveautés étaient au programme sur le parcours. Le résumé de cette épreuve avec Vanessa Dessy. Des véhicules 100% non polluants et sans émissions de CO2 s'étaient réunis à l'occasion de cette 4e édition du e-Rally.
Une quarantaine d'équipages a participé à cette compétition de régularité. Et pour la première fois depuis sa création en 1995, l'opus électrique des rallyes Monte-Carlo a pris la direction d'une ville hôte bien connue de l'organisation. Cette année, on n'est pas parti de Nevers, même si l'équipe de Nevers est présente avec 3 voitures. On est parti de Valence pour des raisons stratégiques, je dirais. On est à proximité des épreuves traditionnelles du rallye Monte-Carlo. Et ça nous permet de ne faire que 2 parcs de recharge électrique, alors que l'an dernier, on en avait fait 3 et c'était énorme. Monter, démonter, c'était compliqué. Cette année, on s'est limité à 2 parcs qui permettent la recharge de quand même 42 voitures, ce qui fait que ça limite aussi de fait le nombre d'engagés, il ne faut pas l'oublier. Et puis à côté de ça, on a forcément les voitures à hydrogène, qui sont au nombre de 4, on devait en avoir 6, et puis 2 ont fait forfait pour différentes raisons qui n'ont rien à voir avec le ravitaillement. Les concurrents terminent l'épreuve dans la bonne humeur malgré quelques petites difficultés sur le parcours pour certains. On a fait un rallye qui globalement se passe bien et puis une spéciale où vraiment là, comme on dit, on ramasse puisqu'on trouve déjà un cueilleur de champignons qui nous bloque comme des grands tout seul. On n'a pas repéré assez bien la sortie du village et on a accéléré un peu tôt. Et quand je dis accéléré, c'est vraiment accéléré avec une voiture excellente qui a beaucoup de pêche. Donc il nous a très vite monté dans des vitesses non autorisées. Mais en tous les cas, l'équipe est parfaite, la voiture bien entendu, la mairie qui nous aide aussi et surtout l'organisation qui est encore une fois parfaite pour ce magnifique rallye où on prend vraiment beaucoup de plaisir. Les stations de charge EVBox, partenaires de ce e-rallye, ont accompagné les concurrents durant l'épreuve. Des stations compatibles avec tous les modèles de voitures électriques disponibles grâce à sa variété d'options de capacité de charge. EVBox est partenaire du e-rallye de Monaco depuis très longtemps et on a l'honneur de pouvoir fournir toute l'infrastructure de recharge électrique pour les voitures qui participent à ce rallye. Aujourd'hui, on est sur une prise type 2, donc, qui est une prise normalement universelle sur tous les modèles de voitures, avec la possibilité aussi de se charger sur une prise domestique, qui est la prise 220 qu'on retrouve aussi dans les domiciles. Donc, mais pour les voitures électriques, c'est plus une prise type 2 qui est plus dédiée à la recharge de voitures électriques. Au terme de la dernière nuit de Turini, avec une petite seconde d'avance, c'est Frédéric Ozon et son épouse qui se sont imposés sur une Tesla S75. L'équipage numéro 21 remporte donc cette 4e édition du e-rallye. Ballon rond toujours et plus précisément du football corporatif. Monaco vient d'accueillir la 2e édition de la FIFCO World Corporate Champions Cup. Retour sur cet événement avec Émilie Rousseau. C'est une fédération qui compte plus de 60 pays membres, près de 2,5 millions de licenciés à travers le monde. La Fédération internationale de football corporatif a choisi Monaco pour organiser la 2e édition de la Coupe du monde de foot corpo. 16 pays étaient représentés, le Mali, l'Irlande, la France, le Cap-Vert, l'Inde ou encore la Tunisie. Monaco a également répondu présent avec 2 équipes, celle de la fonction publique et de Diamond. Nous, c'est une fierté. Je pense que le nom de Monaco a aidé beaucoup de personnes à se décider à venir ici. Pour nous, c'est une grosse fierté de pouvoir attirer toutes ces équipes en principauté. On essaiera de le refaire dans quelques années, quand ça sera encore plus développé et d'avoir vraiment encore des horizons différents à connaître avec des nations lointaines. C'est formidable, cette variété. Pour les organisateurs, cette Coupe du Monde est une belle opportunité de promouvoir le foot corporatif dans sa globalité, mais aussi le foot à 5. C'est un jeu très rapide, les changements se font à la volée, il n'y a que 4 personnes plus le gardien, donc ça ne fait pas beaucoup de monde, le terrain est quand même assez vaste, donc on a besoin d'énormes cardio pour le faire. Et bien sûr, c'est des petites passes, en fait c'est ceux qui savent faire les petites passes, c'est eux les meilleurs techniciens qui gagnent, quoi. Il ne faut pas oublier que ces joueurs ne sont pas professionnels, ils sont miniers, charpentiers, comptables, maçons et sont fiers de représenter leur pays. Cette Coupe du Monde, c'est vraiment un plaisir pour nous, ça nous divertit et ça permet de nous faire évader.
c'est une bonne initiative pour nous. Ça nous tenait à cœur de participer à cet événement. Il y a des équipes de différents pays, de différentes cultures et c'est très intéressant cette mixité. L'ambiance est bonne et nous créons des contacts. C'est amical dans une atmosphère sportive. Je pense que dans les prochaines années, cette Coupe du Monde va connaître un grand succès. C'est la première fois que nous venons à Monaco et que nous participons à cette Coupe du Monde. C'est vraiment très intéressant de pouvoir partager notre expérience avec les autres pays. Et puis, nous sommes venus ici pour gagner, évidemment. Dernier pays membre à avoir rejoint la FIFCO, c'est justement l'Iran qui a été sacré champion du monde de football corporatif grâce à sa victoire contre le Cap-Vert 2-1. À noter le très beau parcours de l'équipe de la fonction publique de Monaco, dont l'aventure s'est arrêtée aux portes de la finale. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot de météo à présent. Demain matin, ciel très nuageux avec l'apparition de brouillards souvent denses et persistants l'après-midi. Le vent soufflera à 10 km/h, la température de l'eau sera de 20 degrés. Il fera 20 degrés le matin et 18 l'après-midi. Mercredi, ciel couvert et orageux avec quelques averses le matin. L'après-midi, le ciel restera couvert et des averses ne sont pas à exclure. Les températures 15 le matin et 17 l'après-midi. Jeudi, ciel toujours nuageux avec quelques averses le matin. Il fera 13 degrés le matin et 17 dans l'après-midi. Vendredi, éclaircies et passages nuageux le matin. Nuages et averses l'après-midi. Les températures 12 degrés au lever du jour, 15 degrés au meilleur moment de la journée. Samedi, ciel couvert et brumeux dans la matinée avec quelques bruines. Il deviendra très nuageux l'après-midi. Il fera 13 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. Dimanche, il fera relativement beau dans l'ensemble, mais des averses sont possibles l'après-midi. Les températures 13 degrés le matin, 17 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.